Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Panini Comics, on va passer en revue de manière toujours aussi subjective les nouveautés à paraître en juin 2024 chez les autres éditeurs français. Comme d'habitude, si vous remarquez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez pas à laisser un mot dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. On commence par Urban Comics, qui consacre un deuxième mois à la fantasy, avec une proposition assez variée une fois de plus. Dans le genre malotru et pas sérieux du tout, on aura droit au retour de Fairyland, la série créée par Skottie Young il y a bientôt 10 ans, avec Fluff Fairyland. Gert, l'ignoble gamine qui a terrorisé le pays des contes de fées et ses habitants, est de retour sur Terre, et on peut pas dire que les choses se passent au mieux pour elle. Et puis, un milliardaire va lui proposer de retourner semer la terreur à Fairyland, et là, évidemment, c'est le drame. Skottie Young est toujours aux commandes, en revanche il ne signe que le scénario, il a confié le dessin à Brett Bean, qui œuvre dans un registre similaire, mais quand même pas tout à fait aussi fun. Ça reste quand même un chouette retour pour qui a envie de voir de la licorne se faire découper façon Carpaccio. A noter qu'Urban annonce également une édition collector, dont la couverture est signée Peach Momoko, et qui vous coûtera 3€ de plus. Skottie Young encore, avec un titre plein de bestioles rigolotes auxquelles il arrive des choses bien moins horribles que dans Fluff Fairyland, ça s'appelle Twig, et c'est dessiné par Kyle Strahm. L'histoire d'une gentille bébête pelucheuse, Twig, qui pour son premier jour de travail, arrive en retard et qui va se trouver embarquée dans une aventure dont l'enjeu n'est rien de moins que la survie de ce monde. Twig paraît dans la collection Urban Blast, elle s'adresse donc plutôt à un jeune public, mais en vrai ça se lit à tout âge, le dessin de Kyle Strahm est vraiment très beau, les personnages attachants et l'aventure sans temps mort. Skottie Young enfin, avec la réédition de Middle West, titre autrefois paru en petit format dans la collection Urban Link, et dont on va pouvoir profiter désormais dans le grand format des intégrales Urban. Et les dessins de Jorge Corona méritaient bien ce format. Comme pour Twig, Middle West s'adresse en premier lieu à un jeune lectorat, quoique là on est davantage dans le young adult, mais là aussi il s'agit d'une histoire qui s'apprécie à tout âge, dans laquelle on traverse une Amérique rurale peuplée de créatures magiques. On en reparlera plus en détail quand ce sera sorti. Fantasy toujours avec Gospel, un récit écrit et dessiné par Will Morris, qui sort en grand format dans la collection Urban. Un récit situé dans l'Angleterre du XVIe siècle, en proie de fortes tensions religieuses. Le dessin de Will Morris est très chouette, dans un style qui rappelle pas mal celui de Chris Samnee, tant dans le trait que dans la narration. En revanche, de la 50aine de pages que j'ai lues, j'avoue n'avoir pas réussi à rentrer dans cette histoire qui a beaucoup de mal à mettre en place son intrigue et ses enjeux. À voir si je retenterai ma chance. Sorti enfin de Hitomi, autre récit complet signé H.S. Tack et Isabella Mazzanti, qui sort lui aussi en urban. Décidément, l'éditeur semble beaucoup miser sur ce format et cette collection. Encore un récit qui se déroule au XVIe siècle, mais cette fois au Japon, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui cherche à se venger du Ronin qui a tué ses parents. L'histoire est plutôt bien menée, le dessin d'Isabella Mazzanti est plutôt agréable, mais Hitomi laisse quand même au bout du compte une forte impression de déjà lu. Passons de la fantasy à la science-fiction et à la franchise Transformers. Void Rivals, le titre de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici, qui inaugure l'Energon Universe et dont j'ai parlé le mois dernier, sortira finalement le 7 juin, et il sera suivi la semaine suivante par le premier tome de Transformers, écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson. Et c'est quand même assez fun, même quand, comme moi, on se fout royalement de cette franchise. On sent que Daniel Warren Johnson s'éclate à mettre en scène cet univers et ses personnages. Il réussit même à glisser dans ce récit quelques-unes de ses thématiques de prédilection, et donc ça se lit très bien. Après, sachant qu'il ne dessine que ses premiers épisodes, je pense pas a priori aller au-delà, même si c'est Jorge Corona, dont je parlais tout à l'heure pour Middle West, qui lui succède. On verra. A noter qu'Urban propose cet album en édition classique, mais également dans une formule pack mystère, soit une version sous blister opaque, contenant une variante cover, voire, pour les plus chanceux, 3 exemplaires dessinés directement par Daniel Warren Johnson. Ouais. Panini avait fait un truc similaire avec le premier tome de Miles Morales l'an dernier, comme quoi, s'il arrive à Panini de s'inspirer des bonnes idées d'Urban, il arrive aussi à Urban de s'inspirer des idées à la con de Panini. Quoi qu'il en soit, on est ici pour parler comics, pas pochette surprise, donc ce genre d'opération, je zappe.
Sortie du nouveau Sean Murphy, Zorro d'Entre les Morts, qu'Urban annonce dans un grand format identique à celui de la collection Urban. Et pour apprécier les planches de Sean Murphy, plus c'est grand, mieux c'est. Côté scénario, il s'agit pas tout à fait d'un retour au héros classique, puisque ce Zorro se situe dans un cadre contemporain, au Mexique, dans un village qui vit sous la menace permanente de narcotrafiquants. Des années plus tôt, Diego a vu son père se faire tuer sous ses yeux et il s'en est jamais remis. Et puis, une succession d'événements va aboutir au retour de celui que toute la population locale vénère, Zorro. Tout ça donne une adaptation un peu curieuse mais intéressante du mythe de Zorro, qui fonctionne avant tout sur ses qualités graphiques. A noter que pour 1€ de plus, Urban propose une version noir et blanc, j'imagine dans le même format que la version couleur, mais ça reste à vérifier. Bon, comme j'ai déjà la version couleur en VO, peut-être bien que je me laisserai tenter par cette version noir et blanc. En revanche, le Zorro d'Alex Toth, qui devait sortir en même temps que celui-ci, a été reporté au mois d'octobre. On en reparlera évidemment le moment venu, mais c'est dommage que cet album ne puisse pas bénéficier de l'intérêt suscité par la version de Murphy. Tout ça ne laisse que peu de place aux super-héros dans le programme de juin d'Urban. Seule nouveauté récente annoncée, le tome 4 de Batman Dark City par Chip Zdarsky, Jorge Jiménez, Giuseppe Camuncoli et Andrea Sorrentino, plus une palanquée d'artistes guests sur les back issues. Au passage, c'est dans ce volume qu'on pourra voir les planches de Sorrentino pour lesquelles il a été accusé d'avoir utilisé une IA. Le Joker tient le premier rôle dans ce tome, tout comme dans Joker, les derniers jours d'un clown, un récit de 2001 qui, à ma connaissance, n'avait jamais été publié en France, corrigez-moi si je me trompe, écrit par Chuck Dixon et Scott Beatty, et dont chaque épisode est dessiné par un artiste différent. Le scénario en 2 mots, le Joker apprend qu'il souffre d'un cancer incurable et décide de partir en emportant le plus de monde avec lui. Curieux de publier ce titre 20 et quelques années plus tard, d'autant plus que cette mini-série était au cœur d'un event qui a touché un paquet de titres d'ici à l'époque, des épisodes dont la plupart n'ont jamais été traduits en France. Le scénario consiste en une énorme baston où les héros tentent de contenir les tentatives du Joker de faire plonger le monde dans le chaos, mais le récit souffre d'une absence totale d'unité côté dessin, d'autant qu'aucun des dessinateurs au sommaire ne tire franchement son épingle du jeu, pas même Marcos Martin qui signe le 2e épisode et dont c'est l'un des tout premiers travaux professionnels. Bref, à 24€, je conseille pas. En revanche, je signale que ce Joker fera partie à partir de fin juin d'une opération lancée par Urban de titres vendus au format e-book à 99 centimes. L'opération concerne 10 titres Urban vendus à ce prix. J'essaierai d'en prendre 1 ou 2 pour tester le format et en reparler quand ce sera dispo. Quoi qu'il en soit, à 99 centimes, si vous disposez d'une tablette, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Terminons les sorties urbaines par le volume 2 des Superman Chronicles de 1988, avec les séries habituelles, Superman, Action Comics et Adventures of Superman, le tout toujours chapeauté par John Byrne, avec également le numéro 10 de Doom Patrol par Paul Kupperberg et Eric Larson, qui est un crossover avec Superman numéro 20, et avec la mini-série World of Smallville par John Byrne et Kurt Schaffenberger, qui revient sur le passé de la famille Kent. Chez Delcourt aussi, on aime la fantasy, avec 2 titres qui relèvent du genre. Tout d'abord le tome 8 de Monstress de Marjorie Liu et Sana Takeda, un titre qui a dépassé les 50 numéros aux États-Unis et qui se poursuit toujours. En ce qui me concerne, j'avoue que j'ai jamais dépassé le premier tome, il faudrait sans doute que je retente ma chance un de ces jours. Autre titre de fantasy, le premier tome des Affamés du Crépuscule de G. Willow Wilson et Chris Wildgoose. Une histoire dans laquelle humains et orques s'affrontent pour mettre la main sur les dernières terres cultivables, dans un monde qui se meurt un peu plus chaque jour. Jusqu'à ce que l'apparition d'une menace extérieure oblige les ennemis jurés à s'allier pour espérer survivre. C'est un bon début pour cette nouvelle série qui accorde autant d'attention à ses personnages qu'à ses scènes d'action, et qui bénéficie en outre de très belles planches de Chris Wildgoose. A noter que ce premier tome est annoncé dans un format similaire à celui de la collection Urban chez la concurrence. Intéressant de voir les éditeurs français se tourner de plus en plus vers ce format qui vise clairement à élargir le lectorat en s'adressant aux lecteurs de BD franco-belges. De la fantasy, on passe au polar avec le nouveau récit écrit et dessiné par Terry Moore, Parker Girls. Il s'agit d'un spin-off de la série principale de Moore, Strangers in Paradise, et c'est sans doute mieux de connaître la série avant d'aborder ce titre, même si ça semble pas totalement indispensable non plus, risquer quand même d'être un peu perdu entre les différents personnages et leurs relations. Néanmoins, au cœur de ce récit, on a une enquête qui concerne une mort suspecte et que les fameuses Parker Girls du titre
un groupe d'enquêtrices qui n'a pas vraiment d'existence légale, vont tenter de résoudre. Pas forcément conseillé aux nouveaux venus donc, les autres peuvent se réjouir d'avance de ce nouveau récit. Sorti enfin du tome 4 de Kingspawn, écrit par Sean Lewis et dessiné par Ravi Fernandez, Thomas Nachlik et Kevin Keane. Chez Delirium, sorti du deuxième omnibus Nexus de Mike Baron et Steve Rude, soit plus de 400 pages de l'une des meilleures séries US des années 80. Le premier tome contenait la mini-série originale suivie des 11 premiers numéros de la série régulière. Celui-ci devrait logiquement réunir les numéros 12 à 25, y compris les backups dessinés par Eric Schanauer, Mark A. Nelson et Hilary Barta. A noter également que sur le numéro 23, Steve Rude cède sa place à Keith Giffen le temps d'un épisode. On reparlera de tout ça plus en détail avant la fin du mois. Chez Black River, sorti du tome 2 de Earth Divers de Stephen Jones, Riccardo Burchielli et Emily Schnall, les survivants d'un monde futur à l'agonie continuent d'essayer de réécrire l'histoire et débarquent cette fois à l'époque préhistorique. J'avais trouvé le premier tome à peu près illisible, donc aucune chance que je tente la suite. Chez Bliss devrait enfin sortir les nouvelles éditions des tomes 2 et 3 de l'intégrale Exo Manowar, la série de 2012, écrite par Robert Venditti et dessinée par trop de monde pour que je les cite tous, et l'intégrale de la série Bloodshot datant de la même époque, réalisée par, là aussi, un paquet de monde. Bonne nouvelle de voir ces titres à nouveau disponibles, d'autant qu'ils sont globalement de bonne qualité, Bloodshot en particulier. La mauvaise, c'est que ces intégrales qui étaient à l'époque vendues à moins de 50€ sont désormais disponibles à 65€ et même 75€ pour l'intégrale Bloodshot. Chez Vestron, sorti du troisième et dernier tome des G.I. Joe Special Missions, Destro Must Die, par Chuck Dixon, Paul Gulacy et Will Rosaido. Le deuxième tome de l'intégrale Mask comprenait Mobile Armored Strike Command, par Brandon Easton, David Rodriguez, Ilyas Kyriazis et Drew Moss. Et enfin Godzilla Legends, une mini-série composée de 5 récits complets, chacun réalisé par une équipe différente. Malheureusement, j'ai rien trouvé de bien passionnant au sommaire. Même le dernier épisode, dessiné par Dina Spiel, est franchement décevant. Terminons en signalant la ressortie chez Huggin et Munin, dans une version augmentée, de Super-Héros, une histoire française de Xavier Fournier, initialement paru il y a 10 ans chez le même éditeur, et qui revient sur l'histoire de la création de super-héros français dont une bonne partie avait totalement sombré dans l'oubli. Bonne nouvelle donc que cette nouvelle édition, au moins pour ceux qui n'avaient pas la première. Reste à voir quand ça sortira ce que cette nouvelle édition proposera de plus, sachant qu'elle est annoncée à 252 pages quand la précédente en comptait 240. A noter que cette nouvelle édition est annoncée à 26,95€ quand la première était vendue 39,95€. J'ignore en revanche si cette édition sera proposée dans le même grand format que l'original, ni s'il s'agit d'une édition cartonnée avec jaquette ou non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.